Tout d'abord, je salue la vision de Gérard Berry et je voudrais souligner son audace parce que inviter un immunologiste à parler dans ce genre d'événement, c'est vraiment audacieux, l'immunologie étant probablement un des secteurs les plus opaques de la biologie. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous donner la vision avec un certain nombre de collègues, bien entendu, je peux proposer du système immunitaire. Évidemment, le premier défi, c'est de vous dire en quelques phrases et quelques transparences ce qu'est le système immunitaire. En gros, le système immunitaire est prétendument consacré aux défenses de l'organisme, défense contre les désordres externes, les infections particulièrement, et un certain nombre de désordres internes. Je dirais d'emblée que l'un des problèmes, c'est que la téléologie a ses limites et qu'en réalité, personne n'est capable de vous dire à quoi le système immunitaire sert en réalité. Personne n'est capable non plus de vous dire quelles sont les bornes du système immunitaire. Et une réflexion sur la notion de système en biologie est déjà quelque chose qui mérite d'être dit. Alors, ceci étant, on distingue classiquement dans le système immunitaire ce qu'on appelle l'immunité innée, qui est parfois qualifiée de non spécifique, et qui en gros est rapide, immédiate, donc c'est de l'ordre de quelques heures, et qui est fondamentalement construite sur la reconnaissance d'éléments qui n'appartiennent pas ou pas trop à l'organisme. La question de la discrimination entre le soi et le non-soi est une question extrêmement complexe que je n'aurai absolument pas le temps de traiter. Alors évidemment, dans l'optique dans laquelle le système immunitaire a été sélectionné principalement par notamment les pathogènes, on peut, au cours de l'évolution, suivre les différents systèmes immunitaires et essayer de repérer si l'évolution effectivement modelait des segments, notamment de l'immunité innée, en fonction d'un environnement de pathogènes qui peut être défini. Et juste pour égayer un peu l'exposé, je vous dirais que l'un des travaux récents qui a été fait, c'est d'analyser le système immunitaire de l'opossum, par exemple, parce que comme il vit dans une poche, il naît dans une et il vit les premières semaines de la vie dans une poche extérieure exposée aux pathogènes, il ne bénéficie pas de l'immunité maternelle et donc on peut supposer que son immunité innée était façonnée de façon différente, ce que d'ailleurs le séquençage total du génome et son analyse suggèrent. Vous avez également le segment qu'on appelle l'immunité adaptative, c'est donc l'ensemble des anticorps et des récepteurs des cellules T, qui est un système qui a fasciné les immunologistes, et il les a fascinés probablement de façon un peu excessive d'ailleurs, et qui est fondé sur la reconnaissance par anticipation, la fabrication par anticipation d'un très grand nombre de structures, donc je vous parlerai uniquement des anticorps pour ne pas compliquer le langage, qui est capable de reconnaître un univers de motifs moléculaires. De façon très intéressante, cet univers est essentiellement exhaustif, puisqu'en gros, si on s'y prend correctement, on peut faire fabriquer à une souris, par exemple, des anticorps contre n'importe quelle molécule, y compris des molécules qui ne sont pas encore nées dans la tête des chimistes. Donc il y a là un sujet, c'est-à-dire que le dispositif fabrique un nombre suffisant de structures, avec d'ailleurs une dégénérescence de reconnaissance suffisante pour construire une espèce de représentation interne de l'univers extérieur, même si cette représentation est déstructurée. Alors, le système fonctionne dans ce que j'appelle la logique du désert des Tartares, c'est-à-dire que vous avez des millions d'anticorps qui sont circulants, qui sont portés par des cellules qu'on appelle les cellules B, et la plupart ne serviront jamais à rien. Simplement, lorsqu'un pathogène, par exemple, le virus de la grippe ou je ne sais pas quoi, arrive à pénétrer, une cellule sur 1 million reconnaît un motif moléculaire et cela déclenche une expansion, puisque, évidemment, le prix à payer pour cette diversité, c'est une rareté des éléments cellulaires, et donc il faut les multiplier, et donc il y a un problème d'expansion, et donc il y a un problème de temps. Et donc, c'est une question de développement qui prend en fait quelques jours avant de monter la réponse immunitaire.
Cette réponse immunitaire adaptative est dotée d'une mémoire, comme on sait bien. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'idée s'est répandue chez les immunologistes que c'était une solution évolutive dominante dont on peut dater l'émergence aux poissons sans mâchoire, avec mâchoire. Mais enfin bon, une sorte d'acquisition, de perfectionnement extraordinaire par rapport à l'immunité innée. À vrai dire, on n'est pas sûr parce que les organismes qui ont de l'immunité innée, ils se débrouillent très bien aussi. Donc, et en fait, ce qu'on découvre aujourd'hui dans l'immunité innée, c'est qu'il y a peut-être des mécanismes d'anticipation d'une autre nature qu'on n'avait pas réellement explorés jusque-là. Alors, les fonctions, donc, on en découvre la fonction primaire, défense contre les agents infectieux, l'immunosurveillance des désordres internes, notamment les cancers. Mais on sait maintenant que le système immunitaire intervient dans la réparation des tissus endommagés, y compris dans le cerveau d'ailleurs, qu'il intervient, il joue un rôle fondamental dans la voirie interne de l'organisme. Il faut bien débarrasser les déchets qui sont produits par les cellules qui meurent, etc. Et donc, encore une fois, le système n'est pas réellement borné et il n'est pas possible, à mon sens, de le borner réellement. Ces dimensions. Alors, ces dimensions, elles proviennent d'abord d'une invention évolutive absolument incroyable, qui est de fabriquer la fabrication de gènes et de protéines composites. Les gènes composites, c'est les gènes qui codent pour les anticorps. Si vous n'avez que 30 à 50 000 gènes chez l'homme, s'il vous faut des millions de gènes pour fabriquer des anticorps différents, évidemment, il faut un truc. Ça ne colle pas dans le génome. Et le truc, c'est une combinatoire qui réassortit des segments de gènes d'immunoglobuline dans des cellules B spécifiques. Et donc, ça développe une variété de cellules qui ont des gènes différents, qui réarrangent un gène différent. Donc, ça, c'est un processus somatique. Il y a un pendant du côté protéines, c'est que ce qu'on appelle les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité sont en fait des protéines composites. C'est extrêmement intéressant puisque ce sont, si vous voulez, des récepteurs, mais des récepteurs capables de porter des centaines de milliers de peptides distincts. Et donc, ce sont des protéines composites qui sont le pendant de ces gènes réarrangés des anticorps. Aujourd'hui, on connaît les règles qui génèrent, en gros, qui génèrent cette diversité, et donc on sait à peu près gérer cette diversité, à condition, bien sûr, de disposer d'un certain nombre de bases de données, d'algorithmes, etc. Ce qu'on appelle l'immunome chez l'homme, c'est l'ensemble des gènes qui participent au système immunitaire. Puisqu'il n'y a pas de définition précise, il n'y a pas de chiffre précis, et bien qu'on connaisse évidemment la totalité du génome de l'homme, mais enfin, en gros, on peut dire que c'est probablement environ 5% des gènes. On y rajoute donc ça a été évalué, mesuré chez l'homme, et notamment dans mon laboratoire. On sait qu'on engendre au moins 10 puissance 8 à 10 puissance 9, disons, c'est probablement 1 milliard de gènes chez l'homme, de gènes qui codent pour des anticorps ou des récepteurs T par recombinaison somatique. Vous avez en plus le phénomène bien connu de mutations somatiques qui se produisent dans le phénomène d'affinité des anticorps. Et puis, ce que l'on découvre également, c'est des phénomènes d'épissage alternatif qui diversifient la production de certaines molécules à partir d'un seul gène. L'un des gènes les plus connus de ce point de vue-là est un gène de drosophile qui est un équivalent chez l'homme qui s'appelle DESCAM. Et le gène DESCAM produit 38 000 combinaisons différentes par épissage alternatif à partir d'un seul gène. C'est tout à fait étonnant. Et en gros, ce que ça représente, c'est probablement de l'ordre de 5 à 10% des cellules de l'organisme. Alors je note ici que comme le système nerveux, le système immunitaire est doté de capacités cognitives, ces capacités cognitives ne sont pas uniquement liées à la mémoire immunitaire, il y a tout un problème dans l'apprentissage de ce qu'est le soi, donc il y a un mécanisme d'apprentissage. Mais à la différence du système nerveux, le système immunitaire est caractérisé par un taux de production, d'expansion de mort cellulaire extrêmement élevé. Et donc, chaque jour, dans notre organisme, on fabrique des dizaines de millions de cellules nouvelles qui, évidemment, et puis il y en a autant qui meurent, puisqu'il y a forcément une homéostase. Et un autre élément du système immunitaire, c'est que, bien sûr, son architecture est largement liquide. Il y a un certain nombre d'organes, mais il y a toute une circulation dans le sang, dans la lymphe,
et dans les tissus, qui fait que l'architecture, encore une fois, est différente du système nerveux, qui est essentiellement géométriquement déterminée. Donc les questions dynamiques sont tout à fait capitales et singulières dans le système immunitaire. Je voudrais vous dire quelques mots de biologie systémique parce que c'est ce qui vraiment articule ma réflexion sur le système immunitaire, puisqu'il y a un mouvement en biologie qui tend évidemment à comprendre les systèmes plutôt que les éléments. Et je citerai mon collègue et ami Sidney Brenner, qui note qu'on est capable aujourd'hui, par les techniques de séquençage, etc., de générer des données à un rythme absolument incroyable, et on est absolument infoutu de les organiser dans des schémas conceptuels efficaces. Et c'est le problème pour lui, c'est ce que dit cette citation. La nécessité de la modélisation est absolument incontournable. La biologie est absolument incompréhensible sans modèle aujourd'hui. Et j'en prendrai même pour exemple que la première étape de cette modélisation, c'est la prolifération des revues de littérature, qui est une forme de modélisation. Et quand vous voyez la déclinaison des Nature Genetics, Nature machin chose, etc., je crois que ça reflète ce phénomène. Mais bien entendu, il y a plein d'autres problèmes associés à ça, et je voudrais mentionner qu'il y a un véritable problème sociologique d'organisation de la communauté scientifique, sans laquelle il est absolument impossible de produire des données de qualité comparable et de les organiser dans des systèmes qui permettent effectivement à tout le monde de travailler. C'est un vrai problème, beaucoup plus important qu'on ne croit. Alors, je voudrais mentionner aussi très rapidement qu'il y a un véritable vertige de la technologie et de la systémologie, si j'ose dire, et que certains s'y égarent, parce que l'idée que c'est en générant beaucoup plus de données, beaucoup plus rapidement, que l'on finira par découvrir l'essentiel des mécanismes, à ses limites, et il y a des véritables problèmes qui sont des problèmes de rationalité et de la manière dont on pose la question scientifique. En plus, la délimitation des périmètres pertinents est véritablement une problématique, et j'y reviendrai à la fin de cet exposé, parce que je pense qu'en fait, c'est probablement le problème le plus criant aujourd'hui. Alors évidemment, dans certains cas, vous avez quelque chose qui est borné, qui est simple, une cellule, oui, on sait à peu près ce que c'est, mais dès qu'on est un agrégat de cellules qui circulent dans tous les sens, on ne sait plus très bien de quoi on parle, et donc le problème est là. Alors voilà le schéma que en biologie systémique on utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'on a des données, on les intègre, on fabrique un modèle in silico, ça donne des idées d'expérience, on corrige, et puis par itération successive, on affine le modèle avec évidemment des mathématiques. Voilà un exemple que j'ai sorti de, je ne sais plus très bien où d'ailleurs, sur un circuit de régulation à partir d'un récepteur de surface, et vous voyez que dans un cas, ça ne colle pas très bien avec la prédiction mathématique, les données en vert, les trucs, et puis on corrige le modèle, on introduit une boucle de récorrection, et puis formidablement, ça commence à coller. En termes de communication, évidemment, les problèmes de communication à l'intérieur d'un bazar qui comprend des milliards de cellules et des milliards de spécificités, c'est un problème absolument colossal. Et je fais référence, vous pardonnerez, c'est totalement élémentaire, mais à la théorie mathématique de la communication, parce que c'est quand même le b.a.-ba que les biologistes d'ailleurs ne connaissent pas suffisamment, et qui au moins, même si ça n'est pas évidemment immédiatement transposable ou exploitable, introduit une certaine hygiène intellectuelle en ce que cela force à s'interroger sur des questions totalement fondamentales, la source, la destination de l'information, etc., etc. Enfin, tout ce que Shannon avait développé dans la théorie mathématique de l'information. Alors, les biologistes ont dégagé, et pas que les biologistes, un certain nombre de propriétés qui sont devenues populaires. Alors, ce n'est pas parce qu'elles sont populaires qu'elles sont justes, mais ceci étant, je les mentionne parce que ça encadre un peu le domaine. Et quand je dis les biologistes, c'est en fait venu d'un peu partout. C'est disons des chercheurs qui travaillent dans des segments différents et qui, en gros, s'intéressent à l'architecture des réseaux. Donc, je suis en train d'effectuer une transition pour l'instant entre communication et réseau. Bon.
Donc la première des propriétés qui est devenue très populaire et qui a été dégagée dans beaucoup d'analyses de réseaux. Alors les classiques, il y a les réseaux biologiques dont je vais parler, mais par exemple, c'est le système électrique aux États-Unis. Comme il a disjoncté de façon assez sévère, ça a stimulé un certain nombre de recherches. C'est le web lui-même, c'est les publications. Et il y a un autre dispositif qui est assez amusant, c'est l'annuaire des gens impliqués dans le cinéma aux États-Unis. C'est populaire et ça définit plusieurs centaines de milliers de personnes d'ailleurs dont on peut analyser les interrelations. Donc ça couvre des domaines scientifiques, des domaines techniques et des domaines sociaux. Et dans tous ces domaines, un certain nombre de personnes cherchent à dégager des propriétés. Donc la première de ces propriétés qui est populaire, c'est la propriété dite des petits nombres, et donc qui introduit un petit peu d'aléatoire dans un système, d'un réseau complexe, et cela démontre, et on peut démontrer que un peu d'aléatoire introduit notamment une rapidité de circulation de l'information dans le réseau qui est très supérieure à ce qu'on obtient dans le réseau régulier ou dans le réseau aléatoire. Il y a une question de propriété d'échelle, et là, c'est toujours la question de ce qu'on appelle les systèmes ou les réseaux scale-free, et cette réseau est devenu très populaire, avec une conséquence importante, c'est que les probabilités d'attachement de nouveaux éléments qui sont inclus dans le réseau ne sont pas sont distribués. Ce qui peut donner lieu à des interprétations intéressantes en termes d'évolution, parce que l'évolution est censée produire de nouveaux éléments, et donc le fait que leur inclusion dans le réseau ne soit pas elle-même aléatoire est évidemment quelque chose d'important. Vous avez un certain nombre de chercheurs qui imaginent qu'il y a des propriétés fractales dans ces dispositifs. Et c'est la couverture d'un article de Nature dans laquelle le brocoli servait de modèle ou d'image d'architecture fractale. Je veux dire que là-dessus, les données ne sont pas extraordinairement convaincantes. Et donc, quand on analyse des réseaux biologiques, et ceux qui sont analysés, c'est des réseaux de transcription à l'intérieur d'une seule cellule, comme une levure ou une cellule humaine, je vous donne un exemple. Des réseaux métaboliques, ça dépend des techniques aussi qu'on utilise pour obtenir les données, puisque si vous faites de la protéomique, vous obtiendrez des données sur les protéines, vous faites du transcriptome, vous aurez, etc. Donc ces différents réseaux sont utilisés dans un certain nombre de cas. Et donc l'image générale qui se dégage, c'est celle de réseaux qui ont un nombre relativement limité de hubs, de têtes, ils sont très hautement connectés, et avec beaucoup de sommets qui, eux, sont beaucoup moins connectés, de telle sorte qu'on est effectivement dans un système qui est congru avec la propriété des petits mondes. Alors voilà un réseau transcriptionnel, protéines des gènes de levure, si ma mémoire est exacte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, sans modèle, on reste un peu sec pour travailler avec ça, mais c'est ça que ça donne, et je vous redonnerai un autre exemple après. Il y a une autre démarche qui est intéressante, elle est assez roborative, mais elle est intéressante, c'est de faire une sorte d'arithmétique, alors ça s'est pas mal fait dans certains systèmes biologiques, en cherchant, disons, en analysant la totalité des graphes à 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds. Et puis évidemment, on peut compliquer autant qu'on veut, sauf qu'ensuite, on devient court en termes de statistiques. Et de voir un petit peu si la distribution des sous-graphes est aléatoire ou pas aléatoire, distribuée, etc. Et la réponse est qu'évidemment, elle n'est pas aléatoire, et que certains motifs, comme certaines boucles de rétroaction, sont beaucoup plus fréquentes que d'autres motifs, et donc ça finit aussi par donner des idées sur des architectures de réseaux, et même on peut en dégager des hypothèses de superfamilles que l'on trouve dans différents types de situations biologiques. Par exemple, vous avez des systèmes biologiques qui doivent réagir, enfin qui par une fonction et nécessité doivent réagir rapidement. Ils n'ont pas la même architecture que des systèmes qui ont des fonctions processives et lentes. Et ça se voit dans ces distributions.
Une notion que je pense extraordinairement importante, qui a été à mon sens, très négligée par les biologistes et particulièrement par les immunologistes, c'est la question de la robustesse. Je cite cet article de Science de 2002 qui est intéressant parce qu'il trace le parallèle de façon assez convaincante entre les systèmes mécaniques et les systèmes biologiques. Il insiste beaucoup sur la question de la robustesse, tout en signalant qu'à son sens, il fournit quelques arguments, la complexité des artefacts, comme un avion, approche ou est équivalente maintenant à celle des systèmes biologiques. Il insiste sur des notions qui sont très, très communes, évidemment, dans le monde de l'ingénierie, et comme le fait que la robustesse est un attribut majeur des systèmes complexes, et que le prix à payer pour la robustesse est très significatif, de telle sorte que finalement, dans un système complexe, ou dans certains systèmes complexes, les dispositifs qui garantissent la robustesse ou qui occupent une place finalement dominante par rapport aux fonctions principales. Si vous faites la transposition à ce qu'est une bactérie, la bactérie Escherichia coli a 4000 gènes, et dans ces 4000 gènes, on peut dire qu'il y en a peut-être quelques centaines, 20 milliers, qui en réalité participent aux fonctions que l'on estime totalement essentielles. Et il n'est pas impossible qu'il y en ait 2000 ou 3000 qui interviennent dans des fonctions d'adaptation et des fonctions de contrôle de qualité que l'on peut intégrer dans une certaine perception ou vision de la robustesse. En tout cas, ce qui est clair et ce qui a été bien documenté, notamment au plan génétique, c'est que les systèmes vivants sont effectivement robustes à tous les niveaux d'organisation. Le livre que je mentionne ici documente particulièrement la robustesse au niveau génétique et insiste sur le fait que, quelle que soit la complexité de la solution biologique qui a été trouvée, elle s'inscrit en fait dans un espace de possible qui était en réalité infiniment plus grand. Et il y a toute une problématique des espaces neutres en matière de mutation que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que commencent à produire des biologistes qui travaillent, là en l'occurrence, sur la question des protéines de choc thermique chez une bactérie. Et ils commencent à vous produire des schémas qui ressemblent complètement aux schémas que l'on trouve dans les domaines de l'ingénierie classique. Alors, Xete-Idol insiste également sur une autre notion que je vais utiliser, j'espère ne pas être trop long, qui est celle, encore une fois très classique dans l'ingénierie, des modules et des protocoles. Les modules étant les composantes, les parties, les sous-systèmes qui ont un certain nombre de caractéristiques, et les protocoles étant les lois, en gros, qui relient ces dispositifs entre eux. Alors, cette distinction est tout à fait classique, et il y a un jugement de valeur qui est important, qui est, je crois, très, très intéressant à considérer. C'est un jugement de valeur, c'est rien de plus, mais c'est l'idée que les protocoles sont finalement beaucoup plus importants que les modules. Et donc, l'architecture intellectuelle, en quelque sorte, est plus essentielle que l'ensemble des éléments physiques. En d'autres termes, il est plus facile de changer un boulon que de changer la règle qui dit où le boulon doit être. Et je crois que cette conception n'est probablement pas suffisamment intégrée par beaucoup de biologistes et sûrement pas par beaucoup d'immunologistes, parce que, et je vous en donnerai un exemple dans quelques temps. Je voudrais citer maintenant cet article qui est paru dans Nature il y a une dizaine d'années déjà, enfin en 1999, par Hartwell et un certain nombre de collaborateurs, parce que c'est un article extrêmement perspicace, je trouve, et quand on le relit même 9 ans plus tard, on trouve que cet article était vraiment très pénétrant. Et donc, en gros, la thèse défendue par Hartwell et ses collaborateurs, c'est que la biologie est en transition, elle passe de la biologie moléculaire à la biologie modulaire. Bon. Et donc, la question de l'architecture des systèmes et des modules est pour lui totalement essentielle à prendre en compte. Alors, il mentionne, comme d'ailleurs Gérard l'a fait, que les biologistes sont en position de faire de l'ingénierie inverse.
c'est-à-dire de déduire les circuits de ce qu'ils observent alors qu'ils n'ont pas construit les systèmes eux-mêmes. Donc, les électroniciens ou les ingénieurs auraient énormément de difficultés à déduire un diagramme de circuit de cette façon. Donc c'est un problème qu'on peut qualifier de différentes manières, mais de déconvolution, si je peux utiliser ce terme. C'est vrai que si vous aviez toutes les pièces détachées d'une voiture sans avoir la voiture, il y a un problème pour arriver à tout remettre en ordre. Hartwell mentionne que, selon eux, certains principes de design biologique sont familiers aux ingénieurs, mais d'autres ne le sont pas. Et ce qui n'est pas, pour lui, et je pense que nous en entendrons parler un peu plus tard, c'est la question de ces intermédiaires un peu mal ordonnés ou pas complètement ordonnés que l'on trouve, semble-t-il, dans les réseaux de neurones, mais là nous en entendrons parler, mais que l'on trouve sûrement, par exemple, dans la manière dont les protéines se structurent à partir de leur synthèse. Il y a effectivement des moments où les structures ne sont pas complètement organisées, et cela a des implications importantes. Donc, j'en termine avec ce papier que je vous incite à lire si vous êtes intéressé. Il est effectivement important, et la conclusion, c'est que la biologie devrait se développer avec 3 approches. La première, d'améliorer les méthodes de perturbation et d'analyse des processus dynamiques, et j'ai recopié la phrase, dans les cellules et des organismes, d'améliorer les méthodes de reconstitution des modules, et ça interpelle sur la notion de la biologie synthétique. Après tout, en chimie, on n'a jamais terminé le travail si on n'a pas synthétisé sa molécule, donc est-ce qu'on va être capable de faire ça en biologie? Donc ça, c'est la question de la biologie synthétique, y compris de la biologie synthétique des cellules, qui est une interpellation aujourd'hui. Et puis, bien sûr, de mieux intégrer les données expérimentales dans des modèles et des cadres conceptuels. Et donc, il y a 9 ans, nos collègues concluaient que la prochaine génération d'étudiants devrait apprendre à se mouvoir dans les circuits logiques, les oscillateurs, etc., tout autant que les gènes et les molécules. Et cette interpellation n'a guère été suivie des faits jusqu'à présent, au moins dans notre pays. J'en arrive maintenant donc à l'immunologie en tant que telle et l'immunologie systémique, tout en soulignant d'emblée que dans ce que je viens de vous décrire extrêmement rapidement du papier de Hartwell et collaborateurs, c'est que finalement, ils pensent cellules et ils ne pensent pas organisme, et même s'ils tentent de généraliser de la cellule à l'organisme, il y a un véritable problème d'échelle entre la cellule en tant que système intégré et convenablement borné, l'organisme qui est évidemment lui-même borné, certes, mais trop complexe, de telle sorte qu'on a effectivement besoin de délimiter à l'intérieur de l'organisme des sous-systèmes, le système immunitaire étant lui-même l'un des sous-systèmes que l'on peut essayer à tracer. Et il y a là une ambiguïté tout à fait fondamentale dans l'analyse de Hartwell. Et de fait, aujourd'hui, avec ce que l'on peut récolter dans la littérature, pratiquement tout ce que l'on a de pertinent, enfin la très grosse majorité de ce que l'on a de pertinent dans les domaines qui sont en dehors du système nerveux, parce que le système nerveux est un cas tout à fait à part, donc en matière de biologie un peu conventionnelle, si vous voulez, c'est en fait de la biologie cellulaire systémique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été orientés vers la compréhension des réseaux intracellulaires, et je vais vous en donner un exemple. Alors évidemment, en immunologie, c'est un pendant, c'est que ce que l'on fait avec une cellule musculaire, on peut le faire avec un macrophage ou une cellule dendritique, et donc en immunologie, il y a un pendant de cette biologie intracellulaire systémique, il y a une sorte d'immunologie intracellulaire systémique qui n'épuise pas, bien entendu, et de loin, la totalité du système. Et donc, il y a le problème de distinguer les niveaux dans l'immunologie systémique. Au niveau de l'immunité, alors donc des types cellulaires bien identifiés, alors j'en ai listé un certain nombre dans l'immunité innée, dans l'immunité adaptative, etc. Et je vous donne un exemple de ce que ça peut donner.
Ça, c'est l'une des expériences qui sont maintenant faites en routine, où on analyse la totalité des gènes humains sur une puce, de l'expression des gènes humains sur une puce, et puis ensuite la bioinformatique fait son travail et organise les données en fonction des niveaux d'expression pour détecter des différents niveaux d'expression. Et je vais vous montrer ce que ça peut donner dans l'analyse d'une cellule B. Alors, une cellule B, c'est une cellule qui produit des anticorps. Donc, ces auteurs-là ont choisi d'analyser des profils d'expression, comme ceux que je viens de vous montrer, dans 336 situations différentes. Donc, ils ont pris des cellules B de différents bonshommes, des cellules B qui provenaient de tumeurs, des cellules, etc. Puis, ils ont fait 336 profils d'expression. Donc, un profil d'expression, c'est une expérience, disons, à 50 000 points à peu près. Et donc, le travail ensuite a été de dire, est-ce qu'on peut trouver, avec des algorithmes particuliers, est-ce qu'on peut arriver à en tirer quelque chose? Alors, c'est assez intéressant. Ils ont bâti leur propre algorithme qui s'appelle Arachné, que je suis absolument infoutu moi-même de comprendre, mais enfin bon, c'est ce qu'il décrit. Et effectivement, ils ont inféré un réseau de 129 000 interactions à l'intérieur de la cellule. De façon intéressante, ils trouvent effectivement, et c'est une sorte de preuve ou d'approche expérimentale, qu'il y a une structure de type scale-free, et une centaine de gènes sur les 6000 qui sont les plus importants concentrent le maximum d'interactions, de telle sorte que les 5% supérieurs participent à 50 000 interactions, presque autant que les 95% restants. Donc ça correspond bien à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une espèce de structure de réseau dans lequel il y a un nombre relativement limité de hubs, de nœuds qui détiennent beaucoup d'interactions. Et voici maintenant justement la courbe du nombre des interactions en fonction du nombre de gènes impliqués. Et vous voyez qu'il y a une partie log-log qui correspond bien à la loi d'échelle que j'ai évoquée précédemment. Et puis voilà le réseau, voilà à quoi ça ressemble si on prend uniquement les gènes les plus importants, les plus significatifs. Et qu'est-ce que ça donne finalement? Ben, ça donne que dans cet ensemble, ils ont effectivement identifié un sous-réseau qui avait échappé à l'attention de tout le monde expérimentalement, et donc il se trouve qu'un gène régulateur donné joue effectivement un rôle qui n'avait pas été aperçu et qui est sorti de ce type d'approche expérimentale. Donc voilà ce qu'on peut faire, si vous voulez, en matière, ou ce qu'on fait actuellement en matière d'analyse d'une cellule ou d'une catégorie de cellules, ou évidemment d'un ensemble homogène de cellules, macrophages, cellules B, machin chose, machin truc. Alors là où ça se complique, c'est lorsqu'on regarde maintenant les modules qui mettent en jeu plusieurs types cellulaires et leurs interactions, et là vous avez toute l'immunologie qui déroule, puisque l'immunologie est faite d'interactions. Et donc, il y a toutes sortes de problèmes qui sont liés à ça, qui sont pratiquement non abordés. Vous avez en plus des superstructures disséminées ou organisées, parce qu'il y a quand même, le système est semi-liquide, il y a quand même des organes qui concentrent un certain nombre de choses, donc il y a des organes lymphoïdes et non lymphoïdes, et là, il reste à être analysé. Et puis, il y a les questions qui touchent à l'ensemble des circulations, et par exemple, à l'analyse du transit dans les organes, etc., avec des questions de répertoire, par exemple, comment est-ce qu'on mesure ou on analyse la diversité des anticorps. Alors, il y a des techniques pour ça. J'en donne une qui a été produite par mon laboratoire, et ça, c'est une publication récente, où simplement en analysant génétiquement la taille des régions hypervariables, on arrive à décrire le répertoire des cellules B en une expérience, ça dépend de l'effort que l'on veut produire, mais par une dizaine de milliers de paramètres si on veut en arriver là. On n'est pas aux 100 millions, bien entendu, mais on peut accroître le pouvoir de résolution et arriver à la cellule unique lorsqu'on en a besoin. Alors, je crois il me semble qu'on est complètement dans les balbutiements en matière d'analyse du système immunitaire, et je vais maintenant vous donner rapidement quelques conclusions. Il reste un énorme chemin à parcourir et on ne sait pas vraiment comment y parvenir.
ce qui se produit de plus significatif et de plus clair, c'est que il y a une espèce de pavage qui se produit des réseaux intracellulaires. Ça, c'est en train de se faire dans différents types de cellules. Et quand je dis un pavage, c'est à la fois un pavage qui correspond à différentes cellules, à la même cellule dans différents états, puisque une cellule, bien sûr, est caractérisée par une multiplicité d'états. Alors, les immunologistes disent une cellule dendritique au repos, mature, immature, activée, machin chose, mais enfin, ce sont des différents états. Et il commence à avoir des interprétations de circuits identifiés, relativement reproductibles à l'intérieur des cellules. Par exemple, une cascade de signalisation qui dit que quand tel récepteur est touché par telle cytokine, par exemple, ou telle molécule, ça déclenche une cascade qui va jusqu'au noyau, et ça constitue peut-être un module que l'on arrive à peu près à cerner, bien que le module en question soit interconnecté avec plein d'autres trucs. Donc c'est une vue de l'esprit, mais une vue de l'esprit très utile dans l'interprétation. Alors, pour vous redonner une chose, voilà encore quelque chose que le genre de truc auquel on arrive. Ça, c'est un petit clin d'œil parce que c'est un résultat important d'ailleurs obtenu dans le cancer de la prostate, qui se trouve être l'un des domaines les mieux financés aux États-Unis par l'argent caritatif pour des raisons que l'on peut imaginer. Ceci étant, donc au niveau d'organisation supérieure, c'est le brouillard à peu près total. Je vous donne juste deux pistes sur lesquelles je travaille personnellement. La première, c'est ce que j'ai appelé la théorie des champs de cytokines. La théorie est un terme un peu excessif, bien entendu. Mais c'est l'idée que, puisqu'on est dans un système qui est liquide, mobile, etc., il faut peut-être s'intéresser au volume et se mettre dans la perspective de travailler sur des champs. Travailler sur des champs parce que les cytokines sont des médiateurs absolument essentiels pour déclencher les réponses immunitaires et gérer la communication entre cellules du système immunitaire. Les cytokines sont des molécules dont le demi-temps de vie est généralement assez faible, de telle sorte qu'effectivement la notion de gradient est tout à fait appropriée à la description d'une nucléation d'une réaction par l'émission de cytokines. Et l'idée générale en deux phrases, c'est que lorsqu'une cellule pénètre en circulation, pénètre dans le champ, comme elle est elle-même émettrice de cytokines, soit elle se conforme au champ, soit elle ne s'y conforme pas. Si elle se conforme au champ, il faut qu'il y ait des mécanismes régulateurs qui induisent sa conformité au champ, et si elle ne s'y conforme pas, elle doit influencer le champ. Or, on sait que les réponses immunitaires se développent avec un certain nombre de champs relativement réguliers, avec un certain typage, et donc il y a des raisons de penser que la polarisation, dépolarisation se produise. Alors bien entendu, dans cette logique, la notion de champ est infectieuse, puisque si les cellules viennent s'agréger dans le champ va augmenter de volume. Et l'une des perspectives amusantes de ce genre de choses, c'est qu'on peut imaginer que le champ doit donc être régulé quelque part, il doit être borné, il peut y avoir des pathologies du champ, il peut y avoir une invasion de l'organisme par le champ. Une manière de voir les choses, c'est par exemple qu'on sait que la femme enceinte est très biaisée dans sa production de cytokines, et à la limite, le champ a peut-être envahi tout l'organisme pour des raisons physiologiques à comprendre. L'autre piste intellectuelle que je voudrais vous donner, c'est la question de la robustesse. Et je donne rapidement, parce que je déborde un peu de mon temps, je donne rapidement l'idée générale. C'est que, contrairement à ce que la théorie de Burnett, qui a fondé pendant plusieurs décennies la conception du soi et du non-soi, qui est essentielle en immunologie, la spécificité, comme je vous l'ai dit, est nécessairement dégénérée. Bon. Et on ne peut pas dire qu'un anticorps reconnaît une seule molécule, ça n'est pas vrai. En réalité, un anticorps est capable d'en reconnaître plusieurs, mais cela dépend des conditions expérimentales. Dans ces conditions, le système immunitaire est confronté sans arrêt, probablement confronté sans arrêt à des quantités de réactions croisées, de réactions multiples. Et donc, ça peut permettre de poser l'hypothèse qu'il y a une véritable question
qui est de dire, plutôt que de penser que le système est fantastiquement et infiniment précis, ce qui ne peut pas être le cas, et bien en réalité, il fait l'objet, enfin, il est soumis sans arrêt à des réactions croisées, et donc il les gère. Bon. Donc, s'il gère ces réactions croisées, il doit y avoir également une sorte de contrôle de qualité dans la gestion des réactions croisées. Et donc, la robustesse du système dépend en partie de ces contrôles de qualité. Et ça amène à penser que, par exemple, certaines maladies auto-immunes pourraient ne pas être liées à un défaut du système en tant que tel, mais un défaut des systèmes de contrôle de qualité à l'intérieur du système, ce qui change beaucoup la perspective expérimentale à partir de laquelle on peut essayer de travailler. Et pour conclure, je dirais que réellement, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de travailler intellectuellement sur la question de la modularité et de la déconvolution. Encore une fois, et comme Gérard l'avait dit, les systèmes mécaniques complexes sont construits principalement en bottom-up, de bas en haut. Les éléments ont été construits par les ingénieurs, donc on les connaît. Le problème des systèmes biologiques qui sont remodelés de façon incessante au cours de l'évolution, alors on peut introduire des modes de rationalité un peu téléonomiques avec toutes les limites que nous connaissons. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, ne serait-ce que des réseaux intracellulaires, c'est qu'en fait, ces réseaux sont quand même très, très complexes. Deuxièmement, ils évoluent dans le temps extrêmement rapidement. Et si par exemple vous plongez une levure dans un autre milieu nutritif et vous analysez le réseau quelques minutes plus tard, le réseau est complètement modifié, les nœuds ne sont plus les mêmes, etc. Et donc, par quelque bout que l'on prenne le problème et par quel que soit le niveau d'architecture auquel on se place, je pense que la question de la modularité, définir des modules qui sont forcément instables, ils sont instables dans le temps, non périmétrables de façon déterministe, à mon avis. Je crois que c'est la question qui, pour moi, est absolument essentielle. J'ajouterais que j'y réfléchis depuis quelque temps et je n'ai rien trouvé du tout, et que vos commentaires, collaborations éventuellement, seraient plus que bienvenus. Et je termine ici juste, et je fais un peu d'agite-propre pour le colloque que j'organise moi-même dans quelques temps, et pour vous dire également que c'est à Singapour que je développe un certain nombre de ces activités, et notamment les activités d'immunologie systémique, sur lesquelles nous commençons à travailler de façon très, très active. Voilà, je vous remercie.